Salut, bienvenue pour cet épisode découverte Papatriarcat Plus. J'ai pris le parti maintenant de vous laisser découvrir un extrait des bonus le jour de leur sortie. Ne soyez pas étonnés, c'est pour ça que je fais ce petit message avant. L'épisode va s'arrêter au bout de quelques minutes. Si vous souhaitez continuer bien sûr l'écoute de cet épisode et de l'ensemble des bonus, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour vous abonner. Je vous souhaite un bon extrait. Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode bonus. Je tiens avant tout à vous remercier énormément, car si vous pouvez l'écouter, c'est que vous soutenez mon travail tous les mois. Et c'est grâce à ce soutien, grâce à cette énergie et à vos écoutes que le projet Papatriarcat peut continuer, que ce soit en podcast ou sur d'autres supports. Et je vais maintenant vous laisser tranquillement découvrir ce contenu exclusif, et je vous souhaite une très bonne écoute. Dans ce bonus, on va se parler de l'article du Parisien du 27 octobre 2022. Le Parisien qui mettait en couverture « Éducation, le tout est permis, c'est fini ». Et en sous-titre « L'excès de bienveillance nuit-elle au bien-être d'enfants qui manquent de repères et de limites ?» Des psychologues remettent en cause certaines dérives. Voilà le titre qu'on peut voir sur cette une du Parisien. Alors, bien entendu, je vais pouvoir vous lire l'article et le commenter. Et je précise tout de suite que j'ai pu accéder aux éléments qui sont disponibles déjà publiquement sur les réseaux sociaux. Il ne s'agit pas de divulguer de manière non légale un contenu, puisqu'il est déjà disponible à plein d'endroits. Voilà, ça c'est la petite parenthèse pour me couvrir à moi en cas de besoin. Et on va commencer tout de suite avec un petit édito d'une personne qui s'appelle Frédéric Michel et qui dit « Chers parents, il y a eu l'époque pas si lointaine où le martinet trônait en bonne place dans les foyers français. Oui, c'est vrai, moi je l'ai connu d'ailleurs, je reprends la lecture, comme une menace permanente sur l'arrière-train de nos chérubins désobéissants. Voilà, c'est une manière un petit peu romantique de présenter la violence physique qui constituait quand même à fouetter les enfants, mais là visiblement on préfère utiliser quelque chose d'un petit peu plus tranquille pour décrire ça. Où l'usage du ceinturon avait encore ses adeptes, où le coup de règle sur les doigts offrait au maître d'école le rôle de père fouettard. Voilà, donc c'était vraiment un cadeau puisque ça lui offrait, ça ne lui inflige pas, on a vraiment offert au maître d'école le rôle de père fouettard. Pourquoi est-ce que je vous précise ça ? Parce que le choix des mots est important. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre infliger au maître d'école le rôle de père fouettard et du coup critiquer un petit peu cette situation, mais là non, on utilise offrir au maître d'école le rôle de père fouettard, comme si c'était un cadeau. L'époque où l'enfant devait obéir, se conformer et être puni dès qu'il ne correspond pas au modèle familial. Aujourd'hui, les violences physiques et psychologiques sur les enfants, même si elles n'ont pas totalement disparu, alors non, elles n'ont pas totalement disparu, elles sont même encore très très présentes. Je pense que cette personne n'a pas lu le dernier baromètre de la Fondation pour l'enfance avec Ipsos qui indique que 80%, 79% exactement des parents pratiquent encore des violences éducatives ordinaires, du moins les ont pratiquées dans la semaine précédant l'enquête. Donc elles n'ont pas totalement disparu, mais elles ont très largement reculé. Ok, c'est vrai que ça, on peut que aller dans ce sens-là, puisqu'en effet, elles reculent. Ça, c'est vrai. Et c'est tant mieux. Ah, tiens, ok. Au point de laisser s'installer l'idée d'un enfant roi. Alors, qui a écrit ça ou comment, je ne sais pas. Vous remarquerez, j'ouvre la parenthèse, que la notion d'enfant roi n'apparaît que chez les gens qui ont envie de décrier les droits de l'enfant et leurs droits, notamment à une éducation sans violence. Donc, s'installe l'idée d'un enfant roi baignant dans un univers sans règles clairement définies, sans contraintes, aux limites floues. Alors, encore une fois, là, on nous présente tout de suite d'emblée comme une vérité le fait que entre la violence physique et psychologique qui décrit plus haut, on a le choix entre ça ou c'est le bordel et il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a rien. Voilà, bon. Je me demande vraiment si ce monsieur, ce journaliste, a fait un travail de recherche avant d'écrire son édito. Bon, après un édito, c'est aussi un endroit où on donne son avis. Donc ce monsieur donne son avis. Voilà. Fessées, gifles, privations, vexations ont peu à peu été retirés du dictionnaire de la bonne éducation. Selon le Conseil de l'Europe, il ne faudrait même plus envoyer votre gamin au coin ou dans sa chambre en cas de conflit. Alors en fait, le Conseil de l'Europe n'a jamais traité d'envoyer au coin, mais plutôt l'idée du time-out qu'on décrit, c'est plutôt dans sa chambre.
Et ça n'est pas encore une fois, ce n'est pas ce qui a été demandé. On voit là qu'il y a un très très pauvre travail fourni par la personne qui écrit, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a questionné la notion de time-out qui date de 2007, enfin 2006 exactement, dans les documents du Conseil de l'Europe. On a questionné le Conseil de l'Europe sur la pertinence de continuer ça ou non, et surtout ce qu'ils entendaient derrière time-out. Ils ont d'ailleurs pris position en disant qu'ils laisseraient la nuance vague pour laisser chaque État se positionner dessus, ce qui est en soi quelque chose d'assez intéressant. Donc il ne faudrait pas l'envoyer dans sa chambre en cas de conflit, ni le priver de son portable ou des écrans indispensables à son cher équilibre. Alors là, pareil, qui a écrit ça et où? Vraiment, je pose la question. Si un journaliste du Parisien passe par là, qui a écrit ça et où? Là, on est encore une fois sur de la divagation. Ça n'est absolument écrit nulle part. Bon voilà, et là on est juste sur l'édito, ça va être long. Bref, rejeter toute idée de sanction pour laisser place au dialogue. Ok, donc laisser place au dialogue, oui, totalement. Et je pense que le monsieur ne comprend pas la différence entre sanction et conséquence, donc ça serait peut-être bien qu'on le forme sur le sujet. Parents, choisissez donc votre camp. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Et je trouve ça dramatique que sur quelque chose qui doit être aussi nuancé, adaptable et en mouvement permanent que l'éducation et la vie parentale, on impose aux parents, comme ça avec un impératif dans un grand journal, parents, choisissez donc votre camp. Camp qu'il a lui-même défini comme étant soit le laxisme de ne rien faire, soit la violence physique éducative. Voilà, enfin, c'est exactement ce qui est décrit. Donc vraiment, là, ce qui se passe dans cet édito du Parisien, c'est grave. Entre l'autorité de pouvoir, l'autorité bienveillante et le laxisme, il n'y a que des coups à prendre. Alors ça, là-dessus, il dit quand même quelque chose qui est vrai, c'est que de toute façon, visiblement, quoi qu'on fasse, on se prendra des remarques. Mais ça, mon petit vieux, c'est l'histoire de la parentalité, en France du moins, vu qu'on ne nous apprend pas l'empathie, et que visiblement, ça a l'air de poser problème qu'on veut l'apprendre à nos enfants. Et aucune certitude d'être toujours dans le vrai. Mais non, bien sûr qu'il n'y en a pas de certitude d'être toujours dans le vrai. En fait, c'est ça la parentalité. Et c'est ce qui fait que c'est merveilleux. C'est qu'on navigue entre le doute, entre le rapport bénéfice-risque permanent, entre les ressources qu'on a à disposition sur un instant T ou pas. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce que le Parisien voudrait qu'on fantasme une parentalité où on serait toujours dans le vrai, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je continue. Assumer d'être parent en 2022, c'est porter en bandoulière le bréviaire des bonnes pratiques édictées par des psychologues pas toujours d'accord entre eux. Ça, c'est sa définition. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, après ce monsieur d'avoir une grande expérience. Et dont certains vont jusqu'à réclamer des programmes de soutien à la parentalité. Oui, en effet. Et encore une fois, je pense qu'il faudrait peut-être prendre un petit peu de recul là-dessus. Alors moi, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un grand fan des coachings qui fleurissent partout à droite à gauche avec certains discours qui me posent problème. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il y a quand même une règle. C'est que là où il y a je vais même parler de marché. Là où il y a un marché, c'est qu'il y a un besoin, d'accord? Ce besoin, moi, je préfère, et c'est pour ça que j'incite toujours les gens à aller d'abord en PMI, en LAEP, à aller voir aussi leur médecin traitant, voilà, ou le pédiatre, d'en parler au pédiatre ou à la pédiatre. C'est parce qu'il y a besoin de soutien à la parentalité de manière publique et gratuite. Voilà. Donc, aller taper sur les gens qui font de leur mieux pour combler ce besoin que l'État ne comble pas, c'est un peu facile. Maintenant, en effet, on ne peut pas nier qu'il y a des dérives dans ces coachings. Je suis le premier à les dénoncer depuis très longtemps. Mais, encore une fois, regardons qui fait quoi, qui dit quoi dans le détail. Parce que là, en fait, il y a une espèce de mélange d'amalgame qui est un peu puant, mais qui semble être assez pertinent pour être publié dans le Parisien. Alors, quelle maman, quel papa êtes-vous? Voilà, il pose la question. Et si surtout on vous fichait la paix, libre de faire vos choix, de choisir la méthode, ou un bout de méthode, ou peut-être un peu de toutes, parce qu'il n'y a pas de parent parfait qui ne soit assailli par le doute, torturé à l'idée de mal faire ou de se tromper. Ben oui, en effet, mais du coup ça colle pas avec ce que t'as dit avant. Sans doute aussi parce qu'au sein d'une fratrie, aucun enfant ne se ressemble ni ne réagit pareil. Aucun copier-coller ne saurait s'appliquer. Après tout, c'est peut-être ça être parent, réfléchir aux valeurs que l'on veut transmettre, adapter ses règles et son propre cadre à chaque situation. Bon courage. Alors du coup, cette conclusion de l'édito est, je trouve, très pertinente, très intéressante. Si ce n'est une chose, c'est que oui, bien sûr qu'on fait tout ce qu'on peut. Bien sûr qu'on fait
tout ce qu'on peut, avec nos doutes, avec nos forces. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les droits de l'enfant. La France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, alors en 89 ou 90, je ne suis pas sûr de la date au moment où je parle. Et il y a une loi depuis 2019 qui interdit les violences physiques et psychologiques. Donc visiblement, ça dérange beaucoup la personne qui a écrit cet édito, donc je reviens dessus, qui s'appelle Frédéric Michel. Donc ça peut le déranger autant qu'il veut, mais en fait, les enfants ont des droits. Et les enfants n'ont pas tous les droits, ils ont tous leurs droits. C'est ça qu'on doit réussir à faire changer dans la société. Alors juste à côté, avant de démarrer la lecture des 3 autres articles, ça va être un bonus assez long, je pense. Juste avant de commencer la lecture des 3 autres articles, il y a là un enfant, une image qui représente un enfant avec un adulte devant lui qui se penche et qui lui dit « Tu es un enfant, tu dois obéir ». Et l'enfant qui répond « C'est quoi cette assignation de genre ? Mon ressenti n'est pas celui d'un enfant, mais celui d'un adulte majeur. » Donc là, c'est un petit... Franchement, c'est moche parce que, outre le fait que ça ridiculise une situation que l'enfant ne met jamais en œuvre, ça vient aussi aller chercher à une culture où on vient critiquer, comme ça, en passant, tranquillement, la culture qui consiste à questionner le genre et qui consiste à questionner les droits des personnes qui ne sont pas dominantes dans la société. Voilà. Donc, on est vraiment là sur un truc qui est très très puant. C'est-à-dire entre un édito qui est limité dans le regret du temps où on frappait les enfants et ce dessin qui vient chercher une espèce de critique qui se trouve être quand même bien à droite du champ politique français, tout ça en ridiculisant le simple fait de respecter le droit des enfants, on est sur une pépite. Bon, une fois qu'on s'est dit ça, j'en ai fini avec l'édito, je vais maintenant passer sur le reste de l'article qui va se constituer en 3 parties. Une partie donc chez Le Parisien, toujours assez généraliste, où il y a plusieurs personnes qui interviennent. Une partie avec la docteure en psychologie Caroline Goldman, dont on a déjà parlé et dont on va reparler du coup. Et une partie qui consiste à faire témoigner un prof. Donc voilà, ça va être un épisode, je pense, assez long, puisque je vais vous lire l'article et je vais le commenter comme je l'ai fait en direct pour l'édito. Le titre, éducation positive, dialogue, refus de toute sanction, 3 petits points, ces parents sont-ils trop bienveillants ? De plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer les excès de l'éducation dite positive, souvent assimilée à une forme de laxisme. Des débats plongeants dans un abîme de perplexité des familles qui cherchent avant tout à élever au mieux leurs enfants. Ben oui, c'est ça, exactement. On cherche à élever au mieux nos enfants. Et les seules personnes qui assimilent l'éducation positive à du laxisme, ce sont les personnes que vous avez interrogées, et visiblement les personnes qui écrivent les lignes dans votre journal. Alors, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Oui, j'ai bu un peu d'eau, voilà, j'avais soif. Qu'est-ce qu'on peut se dire ? Ne pas lever la voix. Donc c'est écrit par Bérangère Lepetit, une journaliste donc du Parisien. Ne pas lever la voix contre son enfant, ne pas le traumatiser, ne pas l'humilier. L'écouter, le comprendre, lui et ses émotions. Abandonner les tournures de phrases négatives, tels sont les grands principes de l'éducation dite non violente, bienveillante et positive. Venue des États-Unis et popularisée en France il y a une dizaine d'années par des autrices comme la psychothérapeute Isabelle Filiosa ou la pédiatre Catherine Guéguin, je répète ça lentement. La pédiatre Catherine Guéguin, elle est docteur. Vous verrez où ça nous servira. Seulement voilà, cette pédagogie, souvent culpabilisatrice pour les parents, serait-elle en train de passer de mode ? Alors là, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. On ne peut pas nier que l'arrivée en France de l'éducation positive et le déploiement et l'arrivée de la loi contre les violences éducatives a été extrêmement culpabilisatrice pour les parents, puisque tout simplement on leur a dit que c'était pas bien, sans fournir de solution. Ce qui est, je me tue à le répéter, je pense une énorme erreur de communication et d'accompagnement. Et d'ailleurs, l'État n'a rien mis en place pour l'accompagnement des parents dans ce changement culturel, en tout cas éducatif. À une époque, quand l'enfant jetait ses lasagnes par terre, il fallait juste sourire et ne rien dire. Aujourd'hui, c'est le grand revirement. Remarque, donc là c'était une citation, remarque soulagée, Shifa Shafi, mère de 2 ados de 13 et 15 ans et autrice d'un blog sur la parentalité où elle cherche à faire sourire sur son quotidien de mère et déculpabiliser les parents. Signe des fortes tensions qui parcourent la société sur ce sujet, la polémique qui a éclaté il y a quelques jours lorsque le Conseil de l'Europe a brièvement retiré de son site une brochure de 2008. Alors, 2006 exactement. Dans ce document destiné à guider les parents, figure une pratique que contestent les militants de la non-violence dans l'éducation, dont l'association Stop VO, pour violence éducative ordinaire, nommée Time Out. Mise au coin en français. Alors non, c'est pas mise au coin en français, c'est mise à l'écart. Mise à l'écart. La traduction de Time Out, c'est mise à l'écart.
Ça aurait été bien de bosser le sujet un petit peu plus. Après un édito, on voit que la journaliste Bérangère Lepetit n'a pas travaillé son sujet. Voilà, ça c'est un petit peu agaçant, mais on fait avec. Elle consiste, pour désamorcer un conflit, à laisser son enfant seul quelque temps dans sa chambre. Une méthode assimilée par les militants à une violence psychologique. Point extrême, point d'interrogation. Alors, là encore une fois, il y a un détournement. L'association Stop VO a demandé une clarification de la position du Conseil d'Europe sur le time-out. D'accord, je le dis, je le répète, c'est quelque chose qui a été dit à la télé par la présidente de l'association Stop VO dans l'émission TPMP du 14 octobre dernier, donc touche pas à mon poste du 14 octobre dernier, et visiblement la journaliste n'a pas pris soin de vérifier les positions officielles de l'association, elle a visiblement pris soin d'écouter une personne qui lui a rapporté des propos. Ça fait déjà beaucoup quand même, et ça fait un paragraphe. Hein. Et voilà, c'est la fin de cet extrait. J'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir plus et découvrir aussi tous les épisodes bonus, mais aussi avoir accès aux épisodes un jour plus tôt et ne plus avoir ni pub ni sponsor, je vous invite à vous abonner à Papatriarcat Plus au lien en description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarcat.fr. À bientôt.